La Formule 1 reprend ses droits très bientôt. On va commencer en Australie, non, à Bahreïn, à Viet, encore moins. Bon, pas mieux. Zandvoort, oui, voilà. Non, Castellet, c'est. Bon, vous l'aurez compris, il est encore impossible de savoir quand et comment va se dérouler cette nouvelle saison de Formule 1 suite à la propagation du Covid-19, le coronavirus, si vous voulez. Ce qui met plusieurs pays en émoi et en alerte. Alors, on a beau nous rassurer, nous dire que tout va bien se passer, que toutes les mesures sont prises et qu'il n'y a aucun danger. Non, c'est inquiétant. Faisons un peu le tour du problème. La première course, c'est le 15 mars. Ah, ça va pas tarder. D'ici là, les autorités australiennes pourraient annuler tout événement qui rassemble du monde, sachant que le pays ressort d'une période d'incendie assez massive, et que pour rentrer sur le territoire australien, il faut montrer patte blanche. Donc ce n'est pas sûr que l'on commence à Melbourne, quoi qu'il arrive. Même si toutes les dispositions sont prises comme il faut, c'est même pas sûr. Ensuite, Bahreïn, dont plusieurs cas sont recensés et qui a laissé libre cours à la Formule 2 pour ses essais, pourrait aussi repartir son Grand Prix, comme pour son homologue qatari avec le MotoGP. Seules les courses de Moto 2 et Moto 3 seront organisées. La prochaine course, c'est le Vietnam. Là aussi, des questions sont posées et le pays a mis en place une quarantaine obligatoire de 14 jours pour toutes les personnes qui viendraient de Chine, de Corée du Sud, d'Iran et d'Italie. C'est-à-dire que Ferrari, AlphaTauri, Pirelli, Alfa Romeo sont dans un casse-tête un petit peu impitoyable si les membres de leurs équipes doivent se rendre à Hanoï. Donc, si on suppose que le début de saison est reparté, on commencerait celle-ci à Zandvoort, début mai. Bon, d'ici là, les conditions auront changé. Il est encore trop tôt pour se prononcer. Même pour le Grand Prix de France. Ah, quoique, en France, on n'a pas besoin d'une épidémie pour emmerder un Grand Prix. Une grève suffit. Ça, c'est déjà vu en plus, alors. Bon, et à part le Corona machin, là. Et si on faisait un point sur les essais privés. Séjour à Barcelone avec beaucoup de roulage pour les équipes et peu de soucis pour la plupart. Pour faire une moyenne, les équipes ont parcouru l'équivalent de 10 Grands Prix d'Espagne en 6 jours. C'est énorme. Ah bah ils n'ont pas perdu de temps. Rapidement pour les équipes, ça se passe très bien pour Mercedes, championne d'hiver si on en croit les chiffres et les chronos réalisés, et tout ça sans forcer. Enfin sans forcer. Arrivé avec le DAS comme si de rien n'était. Le DAS, mais si, vous en avez entendu parler, dans tous les sens. Ce système qui permet au pilote de modifier la pince et l'ouverture de son train avant tout en roulant. Respect. Très honnêtement, respect. C'est une idée de génie. Bon, pour vous expliquer un peu, en mécanique, on appelle ça la géométrie des trains roulants. Ça concerne aussi bien l'avant et l'arrière, si cela peut se régler. Et en compétition, on peut tout régler. Par ce biais du DAS, le Dual Axis Steering. En français, la direction à doubles axes, le DDA. Ouais, mon vendeur. Ça permet de modifier un train avant pour les lignes droites ou les virages. C'est-à-dire que le pilote, en tirant sur le volant, il va pincer son train avant pour avoir moins de traînée en ligne droite. Et pour refroidir les pneus, d'après eux. Et en poussant son volant, il va ouvrir pour avoir plus de grip dans les virages. C'est très ingénieux. Est-ce que ça serait un peu une sorte de suspension active ? C'est possible. Est-ce que le système est légal ? Ça, c'est une excellente question. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est légal tout ça ? Parce que la FIA connaît ce procédé depuis plusieurs mois, pour des questions de sécurité. Mercedes ne déconne pas dessus quand même. Il sera même interdit en 2021. Alors aujourd'hui, c'est même pas sûr que les champions du monde l'utilisent en Grand Prix. Si cela devait arriver, je ne vous raconte pas le nombre d'équipes qui iraient crier au scandale. Et comme personne ne crie au loup pour l'instant, bon bah... En fait, c'est déjà compliqué de savoir si le DAS sera autorisé cette saison, et surtout, le gain apporté au volant sur un tour. Est-ce que c'est un avantage de l'avoir, ou est-ce que c'est un inconvénient ? Mais bon, de mon avis, c'est une trouvaille inouïe. Aller chercher à cet endroit une interprétation du règlement, c'est une idée de génie. Même si Ferrari disait qu'ils avaient pensé au même principe, on se calme, hein. Bon, ça serait un gâchis de le bannir. Ça serait un gâchis. Bon, il enfreint des règlements techniques écrits sur le papier. Comment trouver le juste milieu ? À suivre. On passe à Ferrari qui ne sert...
Tu vois, c'est... Bon, bah oui, on passe à Ferrari, bah ils nous rassurent pas les rouges. Ils nous rassurent pas. Ils sont assez loin des chronos et ils ont une stratégie qui est en décalage avec le plateau. La Scuderia est très loin de ses ambitions. Elle ne se situe même pas au niveau espéré. Encore pire, elle pourrait carrément laisser tomber les armes cette année pour passer toutes ses ressources sur 2021 si elle ne se sent même pas au niveau. Bah attends, qu'est-ce qui se passe à Maranello? C'est pas logique. C'est pas logique avec une augmentation du budget en conséquence en plus. Ça serait indigne. Ça serait indigne. Ferrari. Bon, pour ne pas ranger la situation chez les rouges, il y a 7 équipes qui ont demandé toute la transparence sur l'accord secret qui lie la Scuderia et la FIA. L'accord, ça aussi vous avez dû en entendre parler. Cet accord qui est lié à une enquête des grandes instances à la suite des rumeurs dans le paddock sur la légalité du bloc moteur italien. Ces rumeurs parlaient d'un débit du carburant plus élevé que le règlement et aussi un détournement de l'utilisation de l'huile moteur pour la combustion interne. Ça par contre, je sais pas comment ils font parce que ils auraient dû en casser des moteurs. Et c'est pour ça qu'on a dû entendre parler d'un deuxième débitmètre ajouté sur les moteurs. C'est à cause de tout ça. Et personne n'a bougé le petit doigt pour protester. Enfin, si, ils le font, mais trop tard. C'est trop tard, le mal est fait. J'ai bien peur que l'on tape encore une fois sur Ferrari en 2020. Comme en 2019. Comme en 2018, 2017, 2016, 2015. Bon, autour de Red Bull, qui est pour moi, et pour beaucoup, intercalé entre les Mercedes et les Ferrari suite aux essais, et pourrait jouer les troubles faits s'ils arrivent à suivre la cadence que pourrait imposer une certaine équipe allemande. Ou alors, si c'est eux qui se placent et qui mènent le bal. Ça peut jouer aussi. La fiabilité est presque là. Bon, quelques broutilles, et la voiture ne pose aucun problème. Les têtes à queue de Verstappen et d'Albon pourraient laisser penser à une RB16 nerveuse à piloter, même si les pilotes disent le contraire. Mais bon, ça pourrait se comprendre avec une voiture totalement repensée, faut voir le design, et surtout un moteur Honda qui est sûrement mieux intégré et qui commence vraiment à parler. Allez, autour de McLaren qui s'est fait discret, mais va avoir du mal à confirmer cette année, malgré le roulage intensif de ses pilotes à Barcelone. Ah, c'est vrai que Sainz et Norris n'ont pas plaisanté sur le nombre de tours accumulés sur une journée. Mais bon, Woking est en retrait pour le moment. Du moins, ça en a l'air. Peut-être qu'elle pourrait nous surprendre comme elle a fait la saison passée, en étant la meilleure équipe en dehors du top 3. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça serait pas vraiment un souci pour McLaren. Renault. Si, ça va. Elle a l'air de fonctionner cette RS20. Très peu de soucis pour l'équipe française. Mais encore des faiblesses du côté du châssis selon les dires. Mais dans son ensemble, le Losange est dans une meilleure condition par rapport à l'an passé où elle doutait et qui ne montrait aucune sérénité. Allez, serait-ce enfin le déclic pour eux? Bon, on l'espère pour 2 raisons. La première, c'est la crédibilité du constructeur en Formule 1 qui doit se redresser du côté industriel, qui doit donner un sens à sa présence en sport automobile. Là, on ne parle pas de Formule 1 pour Renault, on parle vraiment de là où il y a du Renault en sport automobile. Tout ça est remis en doute. Et surtout, la deuxième raison, c'est d'essayer de garder Daniel Ricciardo chez eux. Et ça par contre, ça va être très compliqué. AlphaTauri, ex-Toro Rosso, si vous cherchez encore. Bon bah, il n'y a rien à signaler pour eux non plus. Ils sont rapides, la fiabilité, bah elle est là. Et on pourrait s'arrêter là, hein. Ouais, il n'y a presque rien à dire sur eux. Si ce n'est que leur voiture est classe. On continue avec Pink Mercedes, Racing Point. Oui, je sais, c'était facile comme boutade. Mais bon, elle est bizarre cette RP20. Il y a une grosse ressemblance avec la Mercedes de 2019. Il y a vraiment une sorte de copie visuelle. Alors, il faut chercher dans les détails pour voir que l'on a une nouvelle voiture. Oh, il faut chercher dans les détails. Si vous avez une loupe, alors, est-ce que c'est vraiment une nouvelle voiture? Ou bien un châssis client? J'ai déjà entendu ça quelque part. En fait, l'année passée, Racing Point a utilisé la soufflerie de Mercedes pour valider le concept de la RP19.
Bon, admettons. Et en même temps, elle s'est permis de se servir en composant chez les champions du monde pour préparer sa voiture de 2020 à moindre coût. Et franchement, c'est pas déconnant. Le règlement est en fin de vie. Cette méthode est un vrai coup de poker pour assurer une possible meilleure place au championnat sans forcer. Enfin, sans forcer, attention. Leur idée, elle peut se retourner contre eux. Parce que si l'équipe anglaise ne comprend pas complètement comment fonctionnent toutes ces pièces, là, ils se tirent une balle dans le pied. C'est bien beau de copier ou d'emprunter des pièces de notre équipe. Mais il faut savoir les faire fonctionner. Et ça, c'est autre chose. Alors oui, on crie au scandale parce qu'elle ressemble fortement à la Mercedes. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, dans le passé, ou même aujourd'hui, on le verra après, c'est pas la première fois que ce cas se présente. Ça s'est déjà vu avec Red Bull et Toro Rosso de 2007 à 2010, avec une entité en dehors de la Formule 1. Super Aguri qui reprenait aussi la Honda de la saison passée en 2007 et 2008. Et ça encore, c'est un contre-exemple, parce que c'était les clients devant l'usine. C'est sympa. Et si on remonte encore plus loin, Benetton et Ligier en 1995. Et oui, c'est pas nouveau. Alors on verra comment ça va se passer, les aventures de cette Mercedes rose. Pari gagnant ou pari perdant? Eh bien, on va vraiment attendre avant d'en tirer un bilan. On va vraiment attendre. Alfa Romeo, AlphaTauri. Non, Alfa Romeo. Alfa Romeo qui a tourné sur 3 pattes. Ah oui, c'est la seule écurie à avoir fait appel à 3 pilotes pour leurs essais. Bon, il n'avait pas trop le choix, je présume, avec l'arrivée du pétrolier polonais Orlen, qui a dû imposer du roulage pour Robert Kubica. Mais malgré tout, l'équipe italo-suisse n'a pas perdu de temps et n'a pas affolé les chronos surtout. C'était très calme pour eux, et c'est difficile de savoir où les placer exactement. Enfin, on a quelques idées, mais c'est vrai qu'on aurait voulu voir un peu plus ces titulaires en piste. Surtout Kimi. On le voit que 10 secondes dans la nouvelle saison de Drive to Survive. Alors on aurait bien aussi voulu le voir plus longtemps en piste. Bon, on passe à Haas, revenu à des couleurs originales suite au fiasco du partenariat avec Rich Energy. Ouais, on en remet encore un coup là-dessus. Et l'équipe américaine n'a pas connu des essais tranquilles. C'est l'équipe qui a moins roulé à Barcelone. Et qui a surtout fait profil bas pendant ces 2 semaines. Et ça rassure pas parce qu'elle est loin en vue des chronos. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? A priori, oui. Et on pourra vraiment s'inquiéter plus pour eux selon le début de saison qu'ils vont faire. On parlait de Force India, vu que Haas reprend un peu le même principe du châssis client. Mais pas comme il faudrait. C'est un modèle qui est toujours remis en question, des développements qui arrivent bien trop tard, des évolutions dépassées, et qui ne fonctionnent pas du tout même. Ça tourne carré chez les Américains. Et en plus, ça pourrait se stopper à la fin de l'année. Jen Haas, le propriétaire de l'équipe, est clair. Si le début de saison ne répond pas à ses attentes, il arrêtera les frais. Franchement, qu'il arrête. Peut-être que Haas aura une excellente saison. Qui sait? Mais pour 2021, ce n'est même pas la peine d'y compter. Ah non, 2019 a vu une modification du règlement technique assez conséquent. Ça rendait les voitures plus rapides en plus. Et cela a vraiment fait du mal à l'équipe. Alors 2021, quand on doit repartir d'une feuille blanche. Et on va finir avec Williams qui a enchaîné les tours et les kilomètres. Histoire de se rassurer, nous aussi. On va être réaliste, c'est pas encore ça. Ils commencent à se rapprocher, mais ils sont encore loin. Mais au moins, ils ont pu prendre part aux essais en temps et en heure. De quoi nous rendre moins pessimistes sur le sort de l'équipe de Grove. Il y a juste à voir comment elle va se débrouiller en ce début de saison avec ses jeunes pilotes, surtout Latifi qui va tout découvrir. C'est bon, on a fait le tour de la grille. Je vais même vous donner ma hiérarchie personnelle pour ce début de saison. Alors elle peut me tromper, elle peut même évoluer, ou alors ça n'aurait même rien à voir. Vous imaginez, Williams devant, Mercedes derrière? Oh non, faut pas imaginer. Donc voici ma hiérarchie. En premier panier, je mettrai Mercedes tout seul devant tout le monde. Dans le deuxième panier, Red Bull qui serait un peu devant Ferrari. Bon, ils sont devant les rouges, voilà. Dans le troisième panier, il y a beaucoup de monde. On retrouve Racing Point, Renault McLaren, AlphaTauri qui livrerait la bataille du milieu du plateau. En quatrième panier, je mettrai Alfa Romeo, suivi d'un cinquième panier avec Williams. En sixième panier, rien. Septième et dernier panier, Haas.
Attends, entre Williams et As, y a rien. Bon bah voilà, ce bilan des essais se termine. Le Grand Prix, le premier Grand Prix, si tout va bien, c'est le week-end du 15 mars à Melbourne. Si d'ici là, la course n'est pas reportée, sinon, on va encore attendre longtemps. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir à la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi retrouver le débriefing sur Twitter, sur le site. Si vous voulez écrire pour le site d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, pour suivre la saison intégralement, n'oubliez pas, il y a toujours le guide Auto Hebdo disponible en presse et en numérique. C'était le débrief des formulas sur les essais privés. Merci, bravo et à bientôt!